Pavlenko. On aura dans quelques minutes la mise à jour du Conseil constitutionnel pour les parrainages reçus par les candidats, mais au-delà des chiffres, en termes de dynamique de campagne, les choses seraient-elles en train de se cristalliser avec identifiables 2 pôles d'attraction, Macron, Zemmour qui engrangent les ralliements, des candidats qui commencent à caler ou sont en plein doute, d'autres qui tentent d'exister par des phrases parfois un peu bizarres, d'autres campent sur leur base, peinant toutefois à l'élargir. Petit point d'étape à 55 jours du premier tour de l'élection présidentielle avec Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. François Calfon, éditorialiste et membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour Dimitri. Et Bruno Jeudi, éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Alors on parlait du biathlon à l'instant. Emmanuel, je partage votre réflexion avec les auditeurs. Je vous parlais du biathlon et je te disais que ça ressemble un petit peu à la campagne présidentielle, cette course de fond. Ça dure des heures. Ça dure des heures. Il y a des passages à la cible, parfois on les rate et il faut continuer quand même. Voilà. C'est ça, voilà, c'était notre petite réflexion en antenne. Je voulais partager notre jeu d'esprit, effectivement, je trouvais ça intéressant. Bruno Jeudi, je commence avec vous, puisqu'en termes de sondage, en termes de dynamique, le rolling IFOP pour le Paris Match est instructif ce matin. Il positionne toujours Emmanuel Macron toujours loin devant tout le monde, 25,5%. Marine Le Pen, deuxième à 17% d'intention de vote. Alors, avec encore une fois toutes les réserves qu'il faut mettre autour de ces sondages, il y a beaucoup d'abstention, il y a beaucoup de vases communicants aussi entre les électorats des différents candidats. Mais le fait intéressant, c'est ce qui se passe à la 3e place avec 2 candidats qui sont pratiquement à égalité, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, 15% d'intention de vote. L'une qui semble en dynamique descendante et l'autre en dynamique ascendante, Bruno. Est-ce que cette lecture-là correspond à la situation ? Alors en fait, le classement est figé depuis vendredi, puisqu'en fait, hier, il n'y a pas eu de mouvement. Il faut rappeler à nos auditeurs, pour expliquer ce que c'est un rolling, c'est 500 personnes qui sont interrogées chaque jour, et donc on lit un rolling sur 3 jours. Donc si on doit lire un effet sur le meeting de Valérie Pécresse, on le lira sans doute cet après-midi ou demain après-midi pour voir si ça profite ou pas à Valérie Pécresse, ou si elle limite les dégâts en restant à 15, ce qui pourrait provoquer un croisement des courbes si toutefois Éric Zemmour montait. Ce qui est certain, c'est que sur les 8 derniers jours, puisqu'il faut lire ça sur la durée, sur les 8 derniers jours, il y a eu assez peu de mouvements. Seul Éric Zemmour est légèrement grignoté, donc ne nous emballons pas, c'est une toute petite dynamique pour Éric Zemmour. Et puis c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon qui fait actuellement peut-être un petit mouvement, puisque là il est à 11 points, 11%, et donc lui il est en train de petit à petit de s'extraire du peloton, du deuxième peloton qui est celui de la gauche, où clairement Christiane Taubira est en train de descendre. Par contre, il y a vraiment, pour le coup, Christiane Taubira est en train de sortir complètement de ce jeu et reste plutôt plus proche d'Anne Hidalgo et des candidats à 2-3% que ceux qui sont en train de passer au-dessus de 5. Oui. Donc pour l'instant, moi je crois surtout que je ne parlerai pas encore de cristallisation, pour la bonne et simple raison qu'on voit bien que au fond ce rolling est plutôt figé du fait que Emmanuel Macron n'est toujours pas entré en campagne et que rien ne bouge vraiment. C'est-à-dire que mais le jour où il se déclare, ça va changer quelque chose. Je ne sais pas si le jour où il se déclare, ça change quelque chose, mais ce qui est certain, c'est que à ce moment-là, le candidat président sortant devra défendre son bilan, il devra faire face aux autres candidats, et à ce moment-là, les Français commenceront à regarder. C'est comme un top départ, c'est-à-dire que les Français, au fond, ils se disent, il n'est pas encore entré en campagne, on peut le regretter, on peut se dire, il a raison, peu importe, il n'est pas entré en campagne. François, comment vous regardez la situation à gauche ? Bruno parlait à l'instant de la situation de Christiane Taubira. Elle a perdu hier le soutien du PRG, le parti radical de gauche, qui est un petit parti de gauche, mais ceci dit, c'est quand même symboliquement fort. Oui, mais enfin, Christiane Taubira ne sera pas candidate. Et moi, ce matin... Elle ne sera pas candidate, elle ne pourra pas l'être. Et y compris quand Guillaume Lacroix du PRG, que personne ne connaît, mais que je cite, ça lui fait de la publicité, lui a promis 150 parrainages, n'était pas en mesure de lui fournir. Et maintenant, il lui retire. Donc je crois qu'au dernier pointage du Conseil constitutionnel, elle était à une 50aine de parrainages, donc elle ne sera pas candidate. Et d'une certaine manière, je regrette un peu qu'un certain nombre de gens aient voulu instrumentaliser finalement la figure de Christiane Taubira pour l'emmener dans cette galère. Ils auraient pu faire autre chose. Donc la situation à gauche... Pour l'emmener, il n'y a pas besoin de la pousser beaucoup, semble-t-il, non ? Oui, mais enfin quand même, il y a des gens qui lui ont fait croire qu'elle serait la candidate de rassemblement, etc. Bon, passons cela. Le point, c'est que si vous additionnez finalement les voix de la gauche, y compris de la gauche non mélenchoniste, elle est relativement haute, en fait. Maintenant, est-ce que le facteur commun peut fonctionner ? Moi, je pense qu'il faut attendre un relativement haute, c'est quoi haut pour vous, François Calfon ? C'est 30%, c'est ça, 25-30 ? Vous savez, on est toujours le ticket derrière Emmanuel Macron,
Macron, qui est pour l'instant une candidature virtuelle, il a 17 points. Oui. Donc c'est vite fait en fait, quand vous regardez un petit peu les choses. Le problème, c'est que elle est émiettée façon puzzle. Ça, c'est une réalité. Alors, on n'en est pas à tirer les bilans, on le fera finalement après le second tour de l'élection présidentielle. Mais moi, je constate, je dis sur tous les plateaux, que quand finalement la gauche perd le Graal de sa capacité à gouverner, ce qu'il a gardé dans les collectivités locales, oui. eh bien, il n'y a personne pour la remplacer. Et pardon, mais quand Yannick Jadot vient d'un côté dire que les pro-nucléaires sont des gens d'extrême droite, je suis peut-être d'extrême droite, monsieur Roussel aussi, qu'il qualifie un candidat de juif de service. Voilà, j'ai pas le sentiment que les écologistes aient remplacé les socialistes dans cette fonction qui est celle de pouvoir gouverner. Alors maintenant, on fera les bilans. Le moment n'est pas venu sur la façon dont nous avons loupé ces 5 ans. Emmanuel Ducrot. Moi, je voulais revenir sur ce ticket du deuxième tour qui est devenu disputé et où il n'y a pas de candidat de gauche. Si on compare à ce qui s'est passé à la précédente élection présidentielle en 2017, dans le dernier carré, on avait Emmanuel Macron, on avait Marine Le Pen, on avait François Fillon et on avait Jean-Luc Mélenchon qui était à juste derrière François 20%. Fillon. Oui. Donc, et là, on a plutôt un quintet avec un Jean-Luc Mélenchon qui est à 11%, donc quand même vraiment derrière, et trois candidats dans un mouchoir de poche. Donc effectivement... Oui, mais François Calfon vient de nous dire que l'effacement possible de Christiane Taubira, un effondrement d'Yannick Jadot n'est pas non plus à exclure. Il y a 4,5. Il y a 4,5. On peut pas une logique de vote utile peut tout à fait se mettre en action. Une logique de vote utile, mais les positions se sont tellement cristallisées à gauche. Et il y a eu tellement d'anathèmes qui sont lancés sur Fabien Roussel, ou par Yannick Jadot, ou par Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais ça, ce sont les partis. On va vous répondre, ce sont les appareils, c'est pas les électeurs. Oui, mais les électeurs, ils s'entendent quand même dire qu'ils sont d'extrême droite ou ou ils entendent de juifs de service dans la campagne. Ce que je trouve gauche qui se tire dans les pattes, quoi. Qui se tire dans les pattes et qui est dans une forme de radicalité assez excluante. Oui. Alors, il y a un mystère, peut-être, Bruno, allez-vous pouvoir m'éclairer sur ce point. Et effectivement, on observe l'étonnante stabilité très solaire d'Emmanuel Macron, du haut de ses 25% en électorat. Oui, non, d'accord, j'entends bien. Toujours, on mettra toujours les guillemets. Pardon, c'est sorti spontanément. Non, mais vous avez raison. Attendre qu'il rentre en campagne. Je mets toujours. Il a un socle. Non, mais il a un socle qui est solide maintenant. Oui. Mais alors, regardez, être en campagne ou ne pas l'être, c'est pas la même chose. Regardez Valérie Pécresse ce week-end. Oui, d'accord. Réussir un meeting ou le louper, ça a quand même une certaine influence. Donc attendons l'entrée en campagne, qu'il souhaite la plus tard possible. Alors je pose malgré tout ma question. Excusez-moi, c'est vraiment... Non mais vous avez raison. Et les bras tout le temps les petites astérisques aussi sur ce que sont les sondages et avec toutes les... Restons humbles. Mais quand on voit les dynamiques des autres candidats qui montent, qui baissent, Emmanuel Macron, donc qui n'est pas officiellement candidat, son électorat semble totalement déconnecté de celui des autres. Quand les autres baissent, lui ne gagne pas. Quand les autres montent, lui ne perd pas. Mais il ne gagne pas non plus. C'est quand même assez étonnant. Alors la force d'Emmanuel Macron, c'est qu'il aura maintenu tout au long de ce quinquennat un socle, un noyau dur de soutien qui contre vents et marées aura toujours été là, entre 80 et 90% de son électorat de 2017. Il avait fait 24% au premier tour de 2017 et cet électorat est resté cristallisé tout au long du mandat. Quelles que soient les crises, quels que soient les avatars traversés par le président de la République, et il arrive bientôt au moment de se lancer en campagne avec ces 24-25% très cristallisés. Donc ça lui donne une assurance. Alors après, une campagne reste une campagne. Il y a toujours, vous savez, moi je cite toujours l'exemple, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand arrivent au premier tour avec aussi un noyau dur et Giscard entre en campagne, il va perdre entre 5 et 10 points et perte de justesse la présidentielle en 1981. Inversement, François Mitterrand rentre avec un noyau dur élevé avec 5-6 points d'avance sur le deuxième et il va prendre de l'avance et gagner très largement la présidentielle en 1988. Donc le scénario giscardien est évidemment redouté, le scénario mitterrandien est évidemment exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien la stratégie des proches d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron il met la main également, c'est de cisailler le plus possible la candidature de Valérie Pécresse, qu'il s'emploie à faire avec succès, on l'a vu la semaine dernière,
dernière, les ralliements, les atermoiements de Nicolas Sarkozy, la candidate qui ne fait pas un bon meeting. En tous les cas, on voit bien que c'est le risque c'est le seul risque au fond qu'il redoute. Et je dirais que le principal ennemi d'Emmanuel Macron, ça reste Emmanuel Macron, parce que c'est une campagne, il peut aussi faire ses propres erreurs, mais la situation est extrêmement confortable pour lui aujourd'hui. François Calfon, comment vous regardez la dynamique autour d'Éric Zemmour, qui fait samedi un meeting lors duquel il tape vraiment sur Valérie Pécresse, il y consacre un quart de son temps de parole pour dire elle n'est pas de droite, hein, ce sera comme Emmanuel Macron, elle vous trahira. Sur TF1 dimanche soir, une prestation sérieuse qui est convaincante, et puis la mauvaise séquence de Valérie Pécresse. Voyez-vous une dynamique se mettre en place? Pour faire suite à ce qu'a dit Bruno Jeudi et vous répondre, le problème de Valérie Pécresse et le problème du Parti Socialiste d'ailleurs, c'est qu'il y a une forme de recomposition dans la radicalité. C'est-à-dire que pour la première fois avec Emmanuel Macron, il y a une sorte de charisme du centre qui n'avait pas jusque-là en politique et qui a cristallisé un tiers de l'électorat socialiste, un tiers de l'électorat LR. Ça, c'est pour répondre sur Pécresse, elle a quand même un tiers de son électorat qui est amputé. En fait, c'est plutôt un tiers socialiste, un quart. Elle met même un quart, 25%. Ça se traduit par 1 ou 2 points qui font la qualif ou qui la font pas. Et de l'autre côté, il y a un momentum dans ce pays et mondialement, moi c'est comme ça que je le vis, qui est incarné par Éric Zemmour, un momentum populiste. C'est indéniable. D'ailleurs, j'entendais Guillaume Pelletier chez vos confrères dire que M. Zemmour a eu M. Trump au téléphone, c'est pas par hasard. C'est que vous prenez les convois de la liberté au Canada, vous prenez le mouvement trumpiste aux États-Unis, vous prenez ce qui s'est passé avec le Front National et ce qui se passe maintenant avec Éric Zemmour, il y a une sorte, et c'est pas rien de citer Trump, il y a une sorte de dévidement de la droite traditionnelle, donc le Parti conservateur américain, vers une droite radicale. Mais pour vous, les convois de la liberté, c'est de droite ? Il y a un moment donné, qu'on le veuille ou non, le bloc, ce qu'on appelle le bloc des libertés, dans les Gilets jaunes, ça s'est joué comme ça aussi, si on regarde un peu les affinités politiques. Au début, on aurait pu dire ça va basculer autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Qui fait l'OPA sur les Gilets jaunes ? De fait, ça a basculé, ça a agité. C'est la France insoumise. D'accord, mais ils n'y sont pas parvenus électoralement, me semble-t-il. Ils vont tuer le mouvement, mais n'empêche que ce sont Je suis en train de vous répondre sur Éric Zemmour. Donc de fait, ça gîte de ce côté-là. Et puis, en tout cas, pardonnez-moi François Calfon, mais il y a un lien entre la logique des Insoumis, la logique Zemmour, incontestable, qui s'est retrouvée chez les Gilets jaunes. Mais je dis pas le contraire, mais vous me demandez comment on pourrait commenter Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on pourrait faire le même débat en plus petit sur pourquoi ça cristallise autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bloc élitaire, bloc populaire, ça devient un peu le nouveau clivage. Et quand, parce que c'est ça la matrice d'explication, quand finalement Emmanuel Macron garde ses 25 quoi qu'il arrive, les renforce après les Gilets jaunes, c'est qu'il y a une France qui va bien, issue de la gauche modérée, issue de la droite modérée, qui dit nous on veut réussir, on veut être avec le bloc qui réussit. Et puis il y a une cristallisation à gauche. C'est ce que décrivait ce matin Xavier Bertrand au micro de Sonia Mabrouk. Cristallisation la France qui va bien se retrouve chez c'est comme ça que j'interprète Zemmour, plus quand même le contre-choc culturel par rapport au mouvement de cancel culture et de wokisme qui a finalement réveillé toute une France conservatrice. Emmanuel Ducrot, quand on regarde, pour revenir toujours sur le cas Zemmour, il dit ce matin dans le Figaro, je crois que c'est Guillaume Pelletier qui dit mais regardez qui sont nos électeurs à propos de la cérémonie spéciale en l'honneur de la 100 millième et la 100 001e adhérente au parti, Corinne et Jamila, anciennes LR, et Guillaume Pelletier dit oui mais regardez, l'essentiel, le noyau dur de notre électorat chez Reconquête, ce sont d'anciens sarkozystes de 2007. Bon, moi je crois qu'on ne sait pas encore qui est le noyau dur de l'électorat d'Éric Zemmour. Et puis surtout c'est Guillaume Pelletier qui nous dit, qui nous parle du 100 millième, on ne sait pas. Ce que je trouve intéressant dans cette campagne, c'est qu'on peut la lire exactement comme on peut lire le reste de la France des dernières années, c'est-à-dire une France émiettée, une France qui s'est réduite en miettes sur ses modes de consommation, sur sa vision du monde, sur son positionnement face au centre, face à la capitale. Et cet émiettement-là et le dépit des appareils, on le voit exactement de la même manière dans la campagne électorale, c'est-à-dire avec des petits pôles qui ne se parlent pas vraiment les uns les autres, qui ont des projets de vie qui sont radicalement différents. Et c'est comment dire, cette forme nouvelle d'émiettement politique, ça a permis Emmanuel Macron, ça permet Éric Zemmour, c'est-à-dire des candidatures qui apparaissent comme ça hors des partis. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a une énorme volatilité de l'électorat, toujours
la moitié de François Bayrou est convaincu qu'il y a 2, 4, 5 points qui n'apparaissent pas dans les sondages, par exemple pour Éric Zemmour. On sait qu'il Alors, y il y a a un côté épouvantail quand ça peut-être vient de François Bayrou. une moitié des électeurs qui se décident dans la dernière longueur, dans le dernier mois, un quart dans peut-être les derniers jours. Oui. Donc en fait, on n'a pas fini de lire l'émiettement politique aussi dans les intentions de vote. Bruno Jeudi, aussi, je reviens au Rolling IFOP. Perspective de second tour. Alors là, on est dans le super auditionnel super aléatoire. prédictif. Là. Oui, mais alors attendez, Marine Le Pen ferait 45% face à Emmanuel Macron, quand Valérie Pécresse ferait 43,5%. Oui, c'est intéressant de voir comment Marine Le Pen a renforcé cette espèce de crédibilité. En tous les cas, on voit bien que la dédiabolisation fonctionne mieux pour elle au second tour. Ça fait 10 points de plus que par rapport à 2017. Au fond, Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour qui est en train de reconstituer le plafond de verre et qui, lui, est totalement inéligible au second tour. On voit bien, au fond, il ferait un peu mieux que Marine Le Pen en 2017, c'est-à-dire, donc on voit, c'est ce que joue Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle explique, moi je fais pas campagne pour aller au second tour, je fais campagne pour être gagnante. Alors elle prend tous les risques, elle prend des risques incroyables au premier tour, mais au fond, elle a tiré les leçons de ces deux présidentielles précédentes et surtout la dernière. Elle ne veut plus ce plafond de verre, donc au fond, ceux qui partent, elle pense que ça peut même quelque part l'aider, la dédiaboliser encore plus. Reste à savoir si elle sera au second tour. Il y a deux manières de décrire ça. On peut appeler ça la logique du bas-relief, c'est-à-dire que ce qui est creux autour de vous fait apparaître en relief. Et puis il y a une autre théorie qui s'appelle celle de la copine moche. Quand vous allez en soirée avec une copine moche, vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer quelqu'un. Alors je sais pas, voilà, c'est qui la copine moche? J'ai pas compris. Bon, merci à tous les trois. Bruno Jeudi. C'est sexisme. Mais non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le copain moche, plus exactement. Merci Bruno Jeudi, François Calfour, Emmanuel Ducrot. Merci à tous les trois. À la semaine prochaine, 8h50.